Bonjour et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous à nouveau pour une nouvelle édition vidéo cette semaine. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux qui partagent le contenu, nous donnent un like. C'est ce qui nous permet de continuer l'éveil collectif, de toucher de plus en plus de gens avec les informations qu'on cherche à partager. Merci à vous tous. On va regarder les nouvelles en rafale cette semaine. Ensuite, on va regarder quelques graphiques au niveau des marchés boursiers où j'ai les yeux rivés concernant la semaine prochaine. Les perturbations à l'international ont un impact important du côté des États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis, pour l'instant, c'est l'effet domino global. Si ça va mal de leur côté, ça a un impact sur tout le reste au niveau global. On va regarder ça. Maintenant, cette semaine, apprécions le moment, chers amis. Il s'agit d'une semaine de victoire. La semaine dernière, il y a eu énormément de volatilité dans les marchés boursiers qui ont été favorables historiquement aux valeurs refuges et aussi aux matières premières particulièrement. Cette semaine, ça a été un peu plus tranquille au niveau des marchés boursiers. Il y a eu quelques informations qui ont circulé concernant la Banque centrale américaine. On va regarder ça ensemble dans quelques instants. Mais pourquoi aujourd'hui, en préparation pour le week-end, ne pas avoir un grand sourire aux lèvres et de tout simplement apprécier les victoires qui s'accumulent pour la liberté, pour le bien-être collectif. Encore une fois, à défaut de me répéter, tristement, il y aura de la souffrance à court et moyen terme, mais le nouveau monde est en train de se mettre en place et il n'est pas négatif comme plusieurs peuvent le prétendre. Et vous voyez clairement avec les nouvelles de la semaine que l'empire global est en train de s'effondrer. Et une des meilleures analogies actuellement, eh bien, c'est le départ de Klaus Schwab du Forum économique mondial. Comprenez bien ici qu'il ne quitte pas de gaieté de cœur. C'est une expression québécoise. Je ne sais pas si vous l'utilisez du côté de l'Europe. Ce n'est pas lui. Hein. Ici, on veut bien croire qu'il décide de quitter volontairement. Il a été poussé vers la porte. On lui aurait déjà offert de quitter lors de la dernière conférence de Davos, alors que les résultats n'ont pas été ce qui était prévu. Et aujourd'hui, donc, il décide de quitter, mais comprenez bien qu'il a été poussé vers la porte pour tout simplement, encore une fois, là, ne pas avoir fait le travail quelque convenu, alors que l'empire du Forum économique mondial est en train de s'effondrer tout simplement. Donc, écoutez, quelle belle victoire, profitez-en. Ayez le sourire aux lèvres pour le week-end. C'est absolument de toute beauté. Maintenant, il y a eu deux autres informations hyper intéressantes dans la même semaine. Premièrement, plusieurs le savent, la Security Exchange Commission, donc les régulateurs des marchés économiques américains, ont donné l'aval pour la création de produits dans Ethereum. Donc, vous savez très bien qu'il y a eu des Exchange Trade Funds qui ont été approuvés du côté de Bitcoin dans les dernières semaines. Eh bien, maintenant, c'est fait approuver du côté d'Ethereum aussi. Ethereum qui est maintenant considéré par les régulateurs comme étant une commodité, une matière première, c'est le même contexte. Et donc, par le fait même, c'est très positif pour le futur. En même temps, eh bien, vous avez la Chambre américaine en tête avec les républicains qui ont voté pour empêcher la capacité de la Banque centrale américaine d'émettre une devise centrale numérique complètement contrôlée, qu'on appelle une CBDC en anglais. Et là, reste à voir si le président américain ne mettra pas un droit de veto là-dessus pour empêcher cette règle-là de devenir une loi, mais comprenez bien que les républicains ont voté contre alors que les démocrates ont fortement voté pour, comme vous pouvez constater à l'écran. Donc, intéressant de voir que dans la même semaine, il y a eu approbation de produits numériques et de l'autre côté, on veut empêcher la Banque centrale d'émettre une devise contrôlante qui n'est pas pour le peuple, mais qui est bien sûr pour le bénéfice des globalistes et de tous ceux qui veulent continuer de garder le contrôle sur le collectif. Donc, c'est une excellente nouvelle. Écoutez, cette semaine, 3 grandes victoires, ETF approuvé, Klaus Schwab qui quitte. Vous allez avoir encore une fois beaucoup de rats qui vont quitter les navires au fil des prochains mois. Vous l'avez bien compris. Reste à voir si ces gens-là vont payer de leurs actes.
On a Ursula van der Linden, je blague, qui est du côté de la justice en Belgique. Je sais que plusieurs d'entre vous sont crédules et s'attendent à ce qu'il ne se passe rien de son côté. On verra. Parce qu'actuellement, il faut comprendre aussi que si les juges ne prennent pas les bonnes décisions du côté collectif, eh bien, ils deviennent exposés comme des corrompus faisant partie du système et par le fait même s'exposent à un risque judiciaire dans le futur. Et ces gens-là sont sous pression actuellement. Donc, à voir qu'est-ce qui va se dérouler de ce côté-là, mais vous voyez clairement que les gens corrompus sont exposés aux yeux de tous actuellement. Et encore une fois, nous n'avons pas de certitude concernant les résultats de cette exposition-là, mais ces gens-là n'aiment pas être exposés et ils le sont actuellement. Donc, c'est une excellente nouvelle, encore une fois. Maintenant, même chose du côté du marché boursier aux États-Unis, alors que là, vous avez de plus en plus de stratégistes qui commencent à se poser la question, finalement, à savoir, est-ce que la Fed, la Banque centrale américaine, sait exactement ce qu'elle fait actuellement? Alors qu'une grande majorité d'entre nous avons déjà compris que ces gens-là n'ont aucune putain d'idée. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est de repousser le problème à plus tard dans le but de sauver à court terme le système dans lequel ils profitent. Vous avez bien compris ça. Donc, intéressant de surveiller ça. Maintenant, côté inflation, quelques chiffres rapidement. Les paiements hypothécaires aux États-Unis pour les propriétaires immobiliers continuent d'augmenter. On parle d'une différence de 14,1 % d'augmentation sur la même période l'année dernière. C'est assez impressionnant. Donc, forte accélération, encore une fois, du côté de l'impact des taux d'intérêt sur le commun des mortels. Et même chose, l'inflation qui frappe fortement tout ce qu'on appelle le secteur de l'alimentation rapide, McDonald's, Taco Bell, Chick-fil-A aux États-Unis. Regardez-moi les pourcentages d'augmentation depuis la fin de 2019 aller à aujourd'hui, en 2024. Des augmentations de 200% sur le McPoulet, 118% sur le burrito au bœuf sur Taco Bell et autres et autres et autres. Écoutez, imaginez à quel point donc le commun des mortels n'a même plus en fait la capacité financière de manger de la mauvaise bouffe et ça va avoir un impact hyper négatif dans les sociétés publiques et bien sûr dans les sociétés privées aussi. Donc, c'est un rappel tout simplement que je voulais vous présenter. Petite nouvelle ici d'intérêt. On va donner à César ce qui revient à César. Les Français qui, en ce qui me concerne, ont un énorme bassin de connaissances technologiques. On sait très bien qu'ils ont développé Ariane, Airbus, qui fait très bien aussi dans le secteur aéronautique. Eh bien, écoutez, rien ne va plus du côté de Boeing. Vous savez qu'il y a eu quelques whistleblowers qu'on appelle en français des lanceurs d'alerte qui ont, semble-t-il, perdu la vie au fil des dernières semaines, comme pur hasard. Mais là, encore une fois, les briques continuent de s'accumuler du côté de Boeing, alors que plus de 300 avions Boeing seraient en risque de défaut d'exploser en air ou bien de tout simplement prendre feu à cause de problèmes électriques dans les réservoirs d'essence et tout ce qui est là, dans les ailes. Écoutez, rien ne va plus. Vous avez compris que ça fait partie de la culture américaine et c'est surtout ce que je veux vous présenter aujourd'hui. J'ai rien à foutre de la société Boeing en soi. C'est tout simplement une culture corporative où on coupe les coins ronds, on arrondit les angles, comme vous dites, du côté de l'Europe. Et par le fait même, qu'est-ce qui se produit? On augmente le risque des voyageurs, tout simplement. Et ben là, ça fait mauvaise presse, encore une fois. Boeing qui est vraiment dans l'eau chaude avec tous les scandales qui ont eu lieu depuis les dernières semaines, pardon. Et ça se poursuit. Politiquement, ces gens-là ont pris de très mauvaises décisions. Au niveau économique aussi. Et malgré tout, le CEO qui a été ramené sur le bord de direction par les actionnaires, vous comprenez bien que les gens se votent entre eux et que, bon, donc vous avez une bonne idée de la catastrophe Boeing annoncée qui se poursuit. Et là, on parle ici uniquement de 300 avions dans 2 sociétés de transport américaines.
United Airlines et American Airlines, ça touche en fait tous les Boeing 777 en fait qui sont en vol partout dans le monde. Donc, c'est en attente de voir encore une fois des problématiques au niveau technologique de ces avions-là dans le ciel. Si vous avez une préférence, je vous invite à voler avec Airbus. C'est peut-être déjà plus sécuritaire pour vous. Maintenant, dans un autre contexte, on revient sur les bonnes nouvelles de l'argent la semaine dernière. Il faut comprendre qu'au-delà de voir les mouvements dans les marchés actuellement face aux devises fiduciaires, il y a une réalité où depuis 2020, il y a des pénuries d'argent versus la demande. Donc, on continue d'avoir un record de pénurie du côté de la matière première elle-même. La demande continue d'augmenter, panneaux solaires, voitures électriques, tout ce que vous voulez. Et tristement, bien, vu que le marché a été contracté au niveau des prix depuis plusieurs années, les sociétés minières n'étant pas en capacité de revenus positifs, de générer suffisamment de revenus pour faire de l'exploitation, faire de l'exploration, trouver des nouveaux gisements, accélérer leur production, eh bien là, on se retrouve dans une position de short squeeze, c'est-à-dire que la demande augmente et l'offre n'est pas présente. Tout ça a un impact positif en ce moment sur le prix à venir. Donc, l'argent qui non seulement au niveau industriel est en forte demande, et il est rare, et d'autant plus que là, vous avez toutes les problématiques au niveau économique et devises fiduciaires qui vont s'accumuler, qui vont exploser. Et là, je veux attirer votre attention plus que jamais sur la prochaine photo, la prochaine image que je vais vous présenter. Vous êtes prêts? Allons-y. Voici maintenant le secteur minier au niveau actionnariat, lorsqu'on regarde les mineurs d'or, OK? Donc, le prix de l'or en portefeuille. Et ensuite, le secteur des mineurs de l'or dans les paniers d'actifs gérés au niveau institutionnel versus les autres catégories. Donc, question de bien me faire comprendre ici. Les sociétés d'investissement, les portefeuilles d'investissement, les gestionnaires ont actuellement, en 2024, moins de 1% d'actions dans les sociétés minières de l'or ou sur les produits dérivés qui sont reliés à l'or. Donc, c'est ce que ça signifie ici. Si vous faites un comparatif en 1921, 32, 48, 81, vous voyez clairement qu'en portefeuille, généralement, nous avions des actifs en valeur refuge de l'ordre d'environ entre 20 à 30 pour se préparer contre des crises potentielles et d'avoir évidemment des corrections sévères dans le marché de la bourse. Aujourd'hui, avec les retards sur les fonds de pension, avec aussi l'inflation qui augmente, vous voyez que le niveau et tous les produits dérivés qui ont été créés, à ne pas oublier, ce qui n'était pas le cas en 1921, 32 et 48, là. Comprenez bien aujourd'hui que la quantité de produits dérivés qui a été créée dans le secteur bancaire augmente le niveau de risque de tous les portefeuilles. Et on prend de plus en plus de risques dans les marchés boursiers et on ne se prépare pas à l'éventualité d'une implosion du système financier tel qu'on le connaît. Et bien, le meilleur graphique que je peux vous présenter aujourd'hui pour démontrer cette théorie-là, c'est ce que vous voyez en ce moment. Vous avez moins de 1% du capital qui est exposé à l'or ou au secteur minier de l'or dans tous les actifs globaux sous gestion. J'espère que vous avez compris à quel point, lorsqu'il y aura une implosion, une correction sévère des marchés boursiers, il y aura énormément de devises fiduciaires et de produits financiers qui devront être redistribués dans le secteur des marchés boursiers. Et par le fait même, donc, si on passe de 1% à une moyenne de 20-25% d'actifs dans l'or, vous avez une idée à quel point l'or va exploser en valeur si on le compare aux différentes devises fiduciaires qui dirigent actuellement les économies internationales. J'espère que là, vous avez fait un « wow » beaucoup plus gros que ce que je pouvais imaginer, n'est-ce pas, Martin? Effectivement. Maintenant,
Où je vais porter mon attention la semaine prochaine, et on va le regarder en graphique dans quelques instants, c'est encore une fois ce qui se produit du côté de la Banque centrale du Japon qui est dans une dérive absolument stratosphérique. Et là, la Banque du Japon, qui a vendu des actifs il y a 2 semaines en arrière pour tenter de sauver son yen japonais, donc sa devise fiduciaire, eh bien là, on apprend aussi dans le courant des derniers jours qu'elle va acheter pour l'équivalent de 75 milliards d'obligations corporatives japonaises pour essayer, encore une fois, de stimuler l'économie et la valorisation des compagnies japonaises telles que Toyota, Mitsubishi et autres, dans le but de continuer de stimuler les actions de ces sociétés-là et de continuer d'opérer ces sociétés-là malgré un contexte économique de plus en plus difficile et négatif. Mais de quelle façon la Banque centrale s'y prend, c'est avec de l'impression monétaire. On doit imprimer 75 milliards de yens japonais pour pouvoir acheter des obligations. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça augmente l'inflation, ça diminue la valeur du yen et par le fait même, on ne fait que repousser à plus tard, encore une fois, le problème. Et regardez l'impact ici. Je vais vous montrer ici ce qui est en train de se produire. Nous avons eu droit à 2 interventions, comme vous le savez, comme je l'ai présenté dans une vidéo précédente, alors qu'il y a eu une vente de feu pour tenter d'arrêter l'hémorragie de la perte de valeur du yen versus le dollar américain. Et il n'en fallait pas plus que quelques jours, écoutez, 5, 10 jours de trading, donc 2 semaines de marché boursier actif. Et on est déjà retourné dans les eaux actuellement de 157 de ratio versus le dollar américain. Donc, et là, on approche la fin du mois. Donc, il va être intéressant dans la semaine prochaine de voir le yen continuer sa dérape versus le dollar américain et de retourner tester les eaux de 160 pour 1. Et par le fait même, qu'est-ce qui va se produire? On aura besoin à nouveau d'une intervention de la part de la Banque centrale japonaise pour essayer de contrer cette hémorragie-là. On imprime de la devise d'un côté, ce qui la dévalue, et là, ça augmente l'inflation qu'on doit combattre parce que les gens ne sont plus en mesure de vivre dans le contexte économique actuel. Donc, vous voyez la patate chaude et tous les banques centrales sont coincées actuellement dans la même position. C'est simplement que la Banque centrale japonaise actuellement a l'intérêt des différents traders et investisseurs partout sur la planète parce que ça ne va pas bien de ce côté-là. Et ça peut être l'effet domino qui pourrait avoir un impact au niveau des autres marchés. Donc, ça, c'est à surveiller. Pardon. Mauvaise fenêtre. Voici. Maintenant, du côté de l'Europe, rapidement, donc, on voit un ralentissement important du côté de l'Europe versus le Japon. Imaginez-vous. Je suis en train de vous dire que le Japon ne va pas bien et vous avez l'Europe qui est encore pire. Et c'est encore pire que du côté des États-Unis. Donc, si vous regardez la croissance économique actuellement au niveau global, on continue d'augmenter. Ça inclut les pays du BRICS, n'est-ce pas? Alors que vous avez une croissance économique du côté des États-Unis, bien sûr annoncée avec des nouvelles qui sont fausses. J'espère que vous avez bien compris. De l'autre côté, vous avez le Japon et vous avez la Commission européenne qui est au dernier rang par rapport à tout ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc, ça ne augure pas bien du côté de l'Europe non plus, mais ça, vous l'aviez déjà compris, n'est-ce pas? Et dernière nouvelle concernant les cryptos rapidement, on ne peut que mettre l'emphase sur le fait que les balances de Bitcoin disponibles dans les échanges actuellement s'amenuisent. Nous sommes à un minimum depuis les 5 dernières années. Ça va se poursuivre. Je continue de vous marteler le fait que si vous n'êtes pas déjà exposé à du Bitcoin en ce moment et posséder du Bitcoin à vous, on ne parle pas ici de posséder dans des produits financiers, on ne possède pas ici dans des échanges, mais de bien contrôler votre clé privée, d'avoir évidemment des bitcoins en portefeuille que vous et vous uniquement contrôlez, eh bien, on va avoir un choc énorme alors que la demande va continuer d'augmenter, alors qu'il n'y aura plus de bitcoin disponible et l'explosion va être absolument fulgurante au fil des prochains mois. Tout simplement, encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a un effet de rareté
Et les gens qui l'ont compris accumulent actuellement le plus rapidement possible et par le fait même, donc il y aura un énorme clash au fil des prochains mois, tout simplement, sur le manque de Bitcoin disponible versus la demande. C'est tout simplement mathématique ici. Maintenant, il était tout à fait normal pour ceux qui tradent dans les marchés boursiers, et ça me fait plaisir de vous le répéter, parce que j'en ai déjà parlé dans le passé. Bon, on a passé le 30 US, on a poussé fortement. Je vous avais prédit des feux de forêt, pas des feux de forêt, pardon, des formations professionnelles de ma part, des feux d'artifice. Eh bien, on a monté à pratiquement 33 US la semaine dernière. Et là, c'est tout à fait normal d'avoir une correction et de retourner tester le 30 Le plafond qui est maintenant devenu un plancher. C'est comme ça qu'on le détermine dans le marché de la bourse lorsque nous sommes traders sur les marchés. Eh bien, on retourne tester le 30 et ça sera intéressant de surveiller le mouvement la semaine prochaine. Du côté Bitcoin, on demeure dans la consolidation actuelle. À toutes les fois qu'on va tester les sommets, il y a une légère correction. Si on n'a pas l'engagement nécessaire pour retourner plus bas, ce qui semble être le cas alors que les volumes continuent de diminuer, reste à voir l'engagement des acheteurs pour pousser à nouveau vers la hausse. Donc, s'il y a un changement de direction avant qu'on retourne tester le plancher, c'est positif à la hausse. S'il y a une augmentation de volume, c'est positif à la hausse. D'ici là, on demeure tout simplement dans la consolidation actuelle. Et le dernier point à surveiller, manque de direction actuellement dans le ratio entre l'or et l'argent. Après avoir eu un mouvement très drastique baissier qui favorise le prix de l'argent versus l'or, eh bien, on a eu notre léger repli et on est en recherche de direction en ce moment. J'ai besoin de voir beaucoup plus de volume transactionnel en fermeture cette fin de semaine avant de prendre une position potentielle. Donc, je crois que tout ça va se dérouler la semaine prochaine, mais pas cette semaine, à moins qu'il y ait une intervention importante dans les marchés boursiers avant la fermeture du week-end. J'allais compléter la vidéo d'aujourd'hui en oubliant la connerie de la semaine. Donc, je dois éditer et ajouter cette petite capsule, si vous me le permettez, alors qu'on parlait il y a quelques instants du ratio or-argent. Eh bien, voici, et je le sais, il y en a plusieurs qui vont dire « Bon, Martin, tu t'attaques encore à la communauté LGBTQ+, cette semaine. » Écoutez, je m'en excuse, au-delà du fait que mes parents m'ont bien éduqué, les bonnes valeurs. Et une de ces valeurs-là était, bien entendu, de ne pas ridiculiser les gens qui ont des maladies mentales. Je m'en excuse. Écoutez, nous sommes rendus à l'apogée de la connerie, alors que vous avez l'amiral Levin, du côté de l'armée américaine, qui est allé mentionner cette semaine que le changement climatique a un effet disproportionné sur la santé physique et mentale des communautés noires. Vous avez quelqu'un ici, pardon, qui vient vous faire la leçon sur la santé physique et mentale des communautés noires alors qu'il est lui-même impacté en tant que malade mental sur ses conditions de genre. C'est de toute beauté. Il n'y a plus d'esprit critique dans l'armée américaine. Vous avez compris que moi, le problème que j'ai ici, c'est pas les gens. C'est le fait qu'on cherche à nous faire avaler des conneries absolument monumentales aux yeux et au su de tous. Et je vous rassure, on va passer à un autre sujet pour la connerie de la semaine prochaine. Mais vous devez avouer avec moi que celle-ci était particulièrement délicieuse, encore une fois. Des gens d'une expertise extraordinaire pour nous parler et refléter évidemment sur leur expertise personnelle l'impact que tout ça a versus les changements climatiques. On mixe les genres, on mixe évidemment les problématiques, on met ça évidemment dans une capsule de peur et on présente ça au commun des mortels. De toute beauté, n'est-ce pas? Alors, sur ces belles paroles, bonne fin de semaine à tous, à bientôt.